Salut à tous les amis, merci de nous retrouver sur Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Et ça fait un bon moment, quel plaisir de vous retrouver en plateau parce que c'est la preview du Tour de France. C'est un grand moment, peut-être le moment le plus important de la saison. Et pour cette émission, bien évidemment très importante, on se retrouve avec le duo, le fameux duo avec Robin et Polo. Comment ça va Polo, tout sourire là, tu es beau là? Non, écoute, je suis beau, merci. Déjà merci à toi d'avoir enlevé ta chemise parce qu'on était un peu habillés pareil avant l'émission. Un bel effort de ta part. C'est pas moi que ça aurait plus gêné, je pense. Mais... Pour me faire briller encore une fois et pour éviter qu'on voit mes auréoles aussi. Très, très gentil. Non, très content d'être avec vous, les gars. Pas sur du blanc Polo. Oh, méfie-toi. C'est un peu jaune parfois, c'est pas très beau. Ouais. Méfiate, hein, comme on dit chez moi. Non, très content d'être là pour parler de ce Tour de France 2023. On va avoir un très très gros programme. Comment ça va mon Robin, forme? Ça va très bien, ouais, je suis très content d'être là. Et puis il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ce qu'on dit ici peut finir dans Netflix. Donc maintenant je fais attention. Pas forcément plus de la meilleure des manières. Pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Après, j'y retourne quand même s'il faut y retourner. Ça fait toujours plaisir. Ouais, Joseph, il a reçu 14 messages depuis la semaine dernière. Alors, j'en ai jamais reçu autant de ma vie, même pour mon anniversaire. On nous a fait passer un peu pour des cyclistes, mais bon, si l'exposition en valait le coup, et bon, on y retourne l'année prochaine. Et on va redire exactement les mêmes choses, et on dira aussi des saucisses, mais c'est le jeu aussi. Il le faut de toute façon quand on vous présente le Tour de France. On prend aussi des risques, ça fait bien évidemment partie du jeu. Les amis, on va être ensemble pendant bien évidemment 3 semaines. Vous allez voir le programme, et ben, on va vous le montrer tout de suite. Il va être chargé pendant 3 semaines avec 2 rendez-vous par jour. On va être ensemble. Alors, il y aura bien évidemment le débrief tous les jours de chaque étape. On va se retrouver tous les jours à 19h sur notre chaîne Twitch Roue Libre 101. C'est le rendez-vous le plus important. Il faudra vraiment nous retrouver. Et là, ça va être vraiment 1 heure au moins sur l'étape du jour et sur Twitch. Du coup, Roue Libre 101, vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur La Petite Roue tous les jours, le mardi à partir de 18h. Vous connaissez le concept, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera. Et le matin même, quand vous voulez connaître un peu ce qui va se passer pendant la journée, et ben, le matin, du coup, à partir de 10h, on sera sur Winamax TV. À noter notamment qu'on sera à 10h pendant une grosse partie du Tour de France, parce que vous le savez, en même temps que le Tour de France, il y a Wimbledon, donc sur Winamax. Et ben, les 3 premières émissions, ce sera à 11h. Voilà, il y aura ce petit aspect à gérer, mais de toute façon, si vous nous suivez sur tous les réseaux, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Renault notamment, à qui on fait un coucou, fait un énorme boulot, et ben, il va vous le dire tous les jours, on mettra le programme, etc. etc. Donc ça va être très sympa. Et on peut dire aussi qu'on retrouve aussi tous ces programmes en replay sur YouTube et sur podcast aussi. Maintenant, c'est la nouveauté de l'année côté First Team. On met tous nos programmes en podcast. Donc je sais que et ça marche très fort d'ailleurs. Mais ça c'est moi, je réécoute en boucle en fait 4 fois par jour. Mais en vrai, ça marche vraiment pas mal et les gens de Roue Libre avaient hâte qu'on les mette en podcast et ça se voit. Donc on mettra aussi toutes ces émissions, tous ces débriefs en podcast et sur YouTube aussi à retrouver en vidéo. Voilà, on pense aussi évidemment à tous ceux qui sont en voiture ou notamment qui sont dans les transports et qui ont envie de nous écouter. Ou un petit footing. C'est un vrai plaisir. Ou un petit footing, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Bientôt. Ok, très bien. C'est rendez-vous est pris. Le sommaire de l'émission, on va le regarder ensemble. De toute façon, c'est très simple, une preview, les amis. Si vous avez envie de savoir où ils vont aller, qui va gagner et les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est les 3 grandes questions. C'est très simple. On va démarrer par un focus avec les étapes clés, avec une diagonale cette année qui va partir de la gauche, qui va aller à droite. Pour faire simple, vous inquiétez pas, on va vous donner plus de précision. Le débat, ça en gros, ça va être un duel sûrement entre Vingegaard et Pogačar. La question, ce sera en gros, est-ce que Pogačar va être capable de prendre sa revanche sur Vingegaard avec, je l'annonce, des surprises dans les pronostics de Robin et de Polo. J'en dis pas plus. Et les bonifs, on va aller sur les Français à la Philippe Pinot. Quels objectifs? On va parler de Guillaume Martin, de Romain Bardet. On parlera bien évidemment de David Gaudu, notamment dans le débat, parce qu'on s'intéressera au podium, à tous les outsiders. Donc ça va être une preview assez chargée, les amis, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc on part tout de suite et on va regarder tout de suite le parcours du Tour de France. C'est parti. Le programme du Tour de France. On va regarder la carte du coup. On va se demander par où vont passer les coureurs du Tour de France cette année. Pour résumer, c'est des grands chiffres, attention, parce que quand on voit notamment 22 km de contre-la-montre, ça c'est le chiffre qu'on attendait et qu'on a. 22 km contre-la-montre, c'est peu. Les gars, vous allez nous en parler. 8 étapes de montagne, 6 accidentés, 6 plaines.
Je dis c'est des grands chiffres, Polo, parce que à la fin, les étapes de plaine, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les étapes accidentées, c'est pareil. On ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer sur ces étapes, quoi. Ouais, tout à fait. Comme tu l'as dit, Joseph, et tu as bien fait de le mettre en gros sur ton visuel. Le côté intéressant de ce Tour de France, c'est le 22 km de contre-la-montre. Et si on rajoute une petite précision, c'est un contre-la-montre de montagne, en montée en tout cas. Donc ça n'a rien à voir avec un contre-la-montre classique. Un contre-la-montre où nos Français aiment beaucoup perdre du temps, par exemple. Donc ça, c'est plutôt une chance. Après, pour le reste du parcours, j'ai envie de te dire que je me formalise pas trop. C'est le cas à chaque fois qu'on a le reveal aussi. Je me formalise pas trop parce qu'en général, on retrouve toujours les mêmes segments, notamment les Pyrénées, les Alpes. On n'apprend rien à personne, avec des étapes toujours plus ou moins tracées. Il y en a qui sont très bien tracées, d'autres qui le sont moins. Et encore une fois, la course appartient à ceux qui la font et aux coureurs. Donc à eux maintenant de nous montrer que sur ce parcours où il y a largement les armes pour faire de belles choses, qu'ils soient agressifs et qu'ils nous proposent un très beau Tour de France. Et on aura le temps pendant ces 3 semaines de voir s'ils le font. On a vu ce parcours, Robin, il y a une volonté qui est toujours la même d'ASO, d'alterner beaucoup la montagne, les étapes accidentées. Quand on regarde le parcours, il n'y a pas vraiment de grosses séquences, c'est vraiment, on passe sur des étapes de montagne tout de suite après, une volonté de rythme en fait. Ouais, par contre, on peut dire quand même qu'il y a une tendance, c'est la montagne. Parce que 22 km de chrono, c'est très peu. Donc clairement, tu es dans un tour qui correspond aux purs grimpeurs, même s'il se trouve que les deux principaux favoris sont aussi des très gros rouleurs. Et tu as aussi tous les massifs qui sont représentés. On va démarrer avec les Pyrénées, avec le départ à Bilbao, et ensuite on va tout de suite aller dans la haute montagne. On va avoir évidemment les Alpes qui sont les 2 massifs incontournables, mais on va aussi faire le massif central avec le Puy-de-Dôme, on va aussi faire le Jura, et on va aussi faire les Vosges. Donc en fait, faire les 5 massifs sur le même Tour de France, j'ai plus en tête si c'est complètement inédit, mais en tout cas c'est pas habituel, et ça dénote d'un tour forcément fait pour les grimpeurs. Voilà, donc 21 étapes, on vous en a sélectionné 7 sur des profils un peu différents. Après voilà, on sait jamais ce qui va se passer sur les étapes, mais là comme ça on dira, vous me dites si je me trompe, qu'on est un peu plus excité par le parcours du Tour de France qu'on ne l'était par exemple par le parcours du Tour d'Italie, et on a vu ce que ça a donné en première partie de saison. La première étape qui va nous intéresser, c'est tout simplement la première grand départ au Pays Basque. Les amis, vous connaissez l'amour, ou si vous ne le connaissez pas, vous allez découvrir l'amour des Basques pour le vélo avec Robin. Du coup, cette côte de pic, ça va être une première étape où il faudra tout de suite être en forme. Il n'y aura pas de première étape un peu tranquillou sur le Tour de France, quoi. Ouais, ça fait penser un peu au départ du Tour 2021. On arrivait à Landerneau avec une arrivée pour Puncher. On avait eu droit au duel à la Philippe Van Der Poel. On va se diriger vers quelque chose qui ressemble cette année. Alors, est-ce que ça va être tout à fait les mêmes acteurs ? Je pense qu'on retrouvera la Philippe et Van Der Poel. Il y en aura peut-être d'autres. Van Der Poel, oui, à la Philippe, il va falloir qu'il se remette bien en place, quand même, vu ce qu'on a vu ce week-end. Disons que sur le championnat de France. Ouais. Il avait fait un très bon Dauphiné. Il a fait un championnat de France un peu moins rassurant. Mais je pense qu'il a quand même en tête cette première étape. À noter juste par rapport au profil, là, on voit qu'il y a une bonif qui était notée. Vous voyez au sommet de la côte de pic, la dernière 8 secondes de la journée. En fait, celle-là, elle a sauté. On a appris ça aujourd'hui, un peu surprenant de faire des changements à 3 jours du départ, mais à 5 jours. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le coureur qui aurait pris la bonif là avec 8 secondes pouvait se retrouver maillot jaune sans gagner l'étape. Et c'est pas très excitant pour une première étape. L'idée, c'est que le vainqueur de l'étape soit maillot jaune. Donc, on a enlevé cette bonif du côté d'ASO pour s'assurer que le vainqueur de l'étape prendra bien le maillot jaune. Par contre, Robin a très bien résumé. Je pense qu'on retrouvera vraiment du bon puncher. Moi, je mets quand même une belle pièce sur un duel entre Van Der Poel et Van Aert. Mais à ce petit jeu-là, tu es obligé de rajouter Pogacar. Et si tu rajoutes Pogacar, tu rajoutes aussi Vingegaard. C'est pour ça que cette première étape, elle est intéressante. Des gros noms tout de suite. Les gros noms vont être obligés de répondre. Vingegaard et Vingegaard vont avoir envie de potentiellement prendre le maillot le premier jour? Je ne pense pas qu'ils ont envie de prendre le maillot le premier jour, mais je pense que ça va vraiment beaucoup visser dans les derniers kilomètres de cette étape. Et à ce petit jeu-là, et il le sait, notamment Pogacar le sait, que chaque seconde sera très importante à prendre. Et je pense que Pogacar ne crachera pas sur des petites bonifs à l'arrivée pour une première, deuxième, voire une troisième place. Moi, je pense que Pogacar aura à cœur au moins d'aller chercher des bonifs. Alors, s'il prend l'étape et le jaune, il aura le temps de le reperdre, ce maillot. Ouais. Mais sans que ce soit mon favori pour l'étape, je pense quand même que Pogacar et Vingegaard, on les verra déjà dès cette première arrivée à Bilbao. En tout cas, par exemple, je prenais le guide du Tour de France que propose Vélomac tous les ans, et dans ce guide-là, notamment Peyo Bilbao, qui est le coureur local de l'étape, disait que c'était une course qui sera l'indique, hein. Exactement. Bah ouais, non, mais c'est pour ça que c'est vraiment
vraiment le local, il n'y a pas plus local que lui. Ce sera court et intense et donc effectivement on devrait retrouver les favoris sur cette première étape du Tour de France. La deuxième qu'on va regarder, c'est la 5e étape et alors on va y retrouver sur cette 5e étape, donc ça fait 162 km, c'est entre Pau et la Reims. Alors pour les plus connaisseurs d'entre vous, ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est le remake en fait de 2020, enfin le quasi remake, elle faisait un tout petit peu moins, mais Paul, on retrouve du coup une étape qui nous avait plu et en plus du coup Pau-la-Reims c'est une étape qui est relativement courte et ça je sais que ça te plaît. Ouais, moi j'aime bien cette étape. Alors après, quand on se fait en 2020, il n'y avait pas eu beaucoup d'écart. Ça s'était vraiment regardé jusqu'à 5-6 km avant le col de Marie-Blanque. Le col du Soudet sera le premier col hors catégorie de ce Tour de France, mais il est très très loin de l'arrivée avec quand même pas mal de vallées. Moi, je l'aime bien. En plus, je l'aime bien parce que le col de Marie-Blanque est vraiment une vraie saloperie, notamment sur son sommet. Je l'ai monté, Polo, dans mes grandes années. Ah oui ? Ouais. Oui, dans tes grandes années. Dans tes grandes années. On va y repartir, Robin. Voilà, un bel objectif. Il est sacrément dur. Je veux pas qu'on se refasse le col de Marie-Blanque. Ouais, Marie-Blanque, c'est mieux que le Ventoux, parce qu'une année, on avait parlé du Ventoux, c'est un peu costaud quand même. Marie-Blanque, ça va mieux. On a botté en touche sur le Ventoux. On s'en était bien sorti. Mais Marie-Blanque, c'est vraiment très dur. C'est grâce à Thibaut Pinot, on l'avait dit, on faisait monter le Ventoux si Thibaut Pinot gagnait le Tour de France. Voilà, pour le coup, on est plutôt tranquille de ce côté-là, même cette année, même s'il est en forme. Non, cette étape me plaît, mais sans plus. Je m'attends vraiment au scénario qu'on a eu l'an passé. Ça ressemble quand même à une étape où des attaquants matinaux peuvent aller au bout. Ça se bataillera entre les favoris sur Marie-Blanque, mais j'aurais plus un œil sur l'étape du lendemain qui arrive à Cauterets avec le Tourmalet quand même pour retrouver les favoris de ce tour. On avait quand même une image de justement cette arrivée à la Reims où ça avait été terrible, notamment pour Marc Hirschi qui avait fait un sacré numéro et qui avait finalement été battu à l'arrivée par Tadej Pogačar au sprint. Je crois que c'est la première victoire de Pogačar sur le Tour. J'ai un mini doute sur le fait qu'il ait gagné une étape avant celle-ci, mais de mémoire, c'est sa première. On voit qu'il n'a même pas encore le maillot blanc à ce moment-là, parce que c'est Egan Bernal derrière qui l'a. Donc c'est un peu l'avènement de Pogačar sur le Tour qui va finalement gagner cette année-là et l'année suivante. Moi, je suis un peu. Je me pose des questions sur cette étape parce qu'il y a quand même 18 km entre le sommet de Marie-Blanque et l'arrivée de l'étape. Donc, est-ce que les favoris vont se faire la bagarre à ce moment-là ? T'es aussi le 5e jour du Tour. Est-ce que Pogačar et Vingegaard vont se tirer la bourre dès la première étape de grosse montagne pour aller chercher le maillot ? Voilà, j'ai des petits doutes là-dessus. Surtout qu'on en parlera tout à l'heure, mais on a vu un Tadej Pogačar l'année dernière qui a fait beaucoup d'efforts sur les premières étapes, qui a fait la course à la moindre bonif, à la moindre cassure pour prendre tout de suite un petit avantage sur Vingegaard et qui peut-être après l'a payé. Donc je suis pas sûr. J'aimerais bien, et on sait qu'il a beaucoup de panache, Pogačar, mais je suis pas sûr que cette année, il soit aussi adepte des petites bonifs sur la première semaine. Après, voilà, vous le voyez, de manière, Polo et Robin ne vous survendent pas les étapes qui ne sont pas plus que ça. On va voir s'ils sont plus attentifs à la 9e étape. La 9e étape qui va arriver au Puy-de-Dôme. Et le Puy-de-Dôme, historiquement, dans le Tour de France, c'est un très très haut lieu. Alors, on n'y passe pas à tous les Tours de France, comme ou une fois tous les 2 ans, comme à l'Alpe d'Huez, au Ventoux, etc., etc. Mais le Puy-de-Dôme, c'est un lieu qui est historique. On verra après une photo très importante, Polo. Mais là, on a un intérêt sportif et aussi historique dans la fibre du Tour, quoi. Ouais, c'est mythique, c'est long, c'est dur, c'est tout à fait un rendez-vous pour les meilleurs grimpeurs de ce Tour, pour ceux qui veulent marquer le Tour de son empreinte. Alors il y aura certes des attaquants, des gens qui voudront anticiper, mais je serais quand même surpris de ne pas voir les favoris de ce Tour de France, notamment les 2 qui sont derrière toi, Joseph, se jouer la victoire sur cette étape. Elle a tout pour être marquante. Il n'y a pas un kilomètre de plat toute la journée, et après Puy-de-Dôme, c'est un vrai chantier. Donc moi franchement j'attends cette étape avec impatience. Je pense que ce sera le moment où un Vingegaard qui peut-être est un peu supérieur sur de la grosse montagne à Pogačar voudra peut-être taper pour la première fois de ce Tour de France du poing sur la table. Mais en tout cas, je m'attends à une belle bagarre entre les favoris sur cette étape parce que vraiment, je te dis, c'est mythique. Quand on entend le Puy-de-Dôme, on l'associe, même s'il a été beaucoup moins arpenté, on l'associe au Mont Ventoux. On compare souvent notamment les montées. On peut l'associer aussi à d'autres cols mythiques, comme le Tourmalet qu'on aura passé quelques jours avant, comme l'Alpe d'Huez, comme le Galibier. Voilà, le Puy-de-Dôme s'inscrit là-dessus. Et je pense que quand on est un coureur qui vise le Tour de France, on a envie de
marquer le coup. Ouais, parce qu'il y a une image que, bien évidemment, qui a bercé notre enfance, un grand duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. C'était donc il y a 35 ans, Robin, avec cette photo où ils sont vraiment épaule contre La photo, c'est épaule. pas il y a 35 ans. 35 ans, c'est le dernier passage c'est en du Puy de 88. Dôme. Oui, c'est le dernier. 88, la photo, c'est en 64. Voilà, on la voit cette image en 64. Ouais. Ouais, c'est peut-être la photo la plus iconique du Tour de France. Alors que finalement, on n'a pas un vainqueur. Enfin, oui, il y a le vainqueur du Tour parce que c'est Anquetil qui gagne cette année-là, mais c'est pas une photo qui représente le vainqueur du Tour. Aucun des deux ce jour-là ne gagne l'étape. Ah oui, finalement, c'est Menez, ils sont derrière. Poulidor ce jour-là manque le maillot jaune pour une poignée de secondes, le maillot jaune qu'il portera jamais. Anquetil s'en sort plutôt bien et va gagner ce Tour de France, qui est finalement le dernier des 5 Tours de France qu'il remporte. Donc cette image, elle représente tellement bien le duel de cette époque-là, Anquetil-Poulidor, et ce qu'était le Tour de France, qu'elle est restée tellement éternellement dans les esprits, et surtout parce que derrière, le Puy de Dôme a été encore escaladé pendant une vingtaine d'années, mais après, à cause de la route trop étroite et de problèmes logistiques, on n'y est plus allé pendant 35 ans. Et aujourd'hui, c'était une volonté depuis longtemps de l'organisation d'y retourner. Ça nécessitait pas mal d'ajustements. Ils ont enfin été faits pour qu'on puisse y aller. Et évidemment qu'à l'approche du Puy de Dôme, on va énormément parler de cet épisode d'Anquetil-Poulidor parce que c'est ce qu'il y a de plus connu, au Puy de Dôme, et ça reste une image des plus marquantes de l'histoire du Tour, au-delà du Puy de Dôme, au-delà d'Armstrong, d'Hinault, de Froome ces dernières années, qui ont marqué l'histoire eux aussi pour des raisons différentes. C'est peut-être l'image la plus marquante. Il y a Lemon Hinault en 86 à l'Alpe d'Huez pour moi, et il y a celle-ci. C'est les deux photos qui sont les plus mythiques pour moi du Tour. Ouais, il y a celle aussi avec Fausto Coppi et Bartali, je crois, en 48. Sur le col du Petit Saint-Bernard. Si je dis pas de bêtises, mais c'est mythique. Je me suis noté la liste de certains qui ont gagné. Fausto Coppi, Bahamontes, Jiménez, du coup, cette fameuse année 64. Gimondi, Luis Ocaña, Joop Zoetemelk, qui est l'un des plus grands grimpeurs de l'histoire du Tour de France. Voilà, ça classe une montée. Ça la classe parce que, du coup, elle est mythique, et ça la classe aussi par sa difficulté. Les 4 derniers kilomètres, notamment, sont à presque 12% Il peut y avoir des gros efforts. Donc, tu vois, combien les 4 derniers kilomètres sont presque à 12% de moyenne. Donc, tu vois, cette étape, il y a tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on va avoir un beau feu d'artifice ce jour-là. Et un truc à noter sur le Puy de Dôme, c'est que c'est une montée qui est fermée toute l'année et qui donc n'est pas spécialement dispo pour faire des reconnaissances. On sait que les favoris du Tour de France ont l'habitude de reconnaître les endroits clés du Tour. C'est plus compliqué au Puy de Dôme. Il y a eu une journée spéciale il y a quelques semaines où on a laissé le Puy de Dôme ouvert justement pour que les équipes puissent venir et repérer la montée, puisque vu qu'elle n'est pas empruntée depuis 35 ans, en gros, personne ne la connaît. Mais en fait, on va être quand même sur une montée où la plupart des coureurs vont découvrir, ou alors l'auront peut-être montée une fois dans des conditions un peu particulières, une journée où elle a été ouverte à un peu tout le monde. Donc ça va être quand même assez particulier. C'est pas comme le Tourmalet, l'Alpe d'Huez ou une autre montée où tout le monde peut y aller quand il veut, la repérer 5-10 fois. Là, c'est une situation particulière, avec peut-être un petit avantage à certains, dont Romain Bardet, par exemple, qui est de la région, et qui explique que lui et d'autres coureurs ont déjà un peu triché en y allant très tôt le matin, avant la circulation, où tu peux passer justement, parce qu'en fait, il n'y a tellement pas la place que les vélos n'ont pas le droit, en théorie, de monter au Puy de Dôme. Mais donc voilà, Bardet et d'autres l'ont déjà fait en trichant un peu le matin tôt. Eux, peut-être connaîtront un peu mieux la montée, et ça peut, pour le coup, donner un avantage non négligeable par rapport à ceux qui l'ont montée une fois ou jamais. Je suis allé voir les coms, justement, pour en savoir un peu plus sur cette montée. Alors, il n'y a pas toute la montée, il y a la dernière portion, il me semble. C'est Cavagna, du coup, aussi, régional de l'étape, devant Bardet, qui a le com, je crois, sur les 4-5 derniers kilomètres. Après, ceux qui veulent tricher, entre guillemets, y aller tôt le matin, peut-être qu'ils activent pas Strava le jour où Oui, voilà, c'est ça. Il y a des tricheurs sur Strava ? Je savais pas. Non, mais il peut peut-être, pour pas qu'on sache qu'il y est allé, vu que c'est interdit. Ah oui. Tu Oui, c'est vrai. Mauvais genre. Ensuite, il y aura, du coup, les gars, les étapes 15, 16, 17. Ça va être vraiment 3 étapes très importantes. Et les 3, alors, vous allez me dire si on a des plus importantes que d'autres. On va d'abord regarder l'étape 15. Elle arrive au Mont-Blanc. On est en veille de jour de repos. Le Mont-Blanc, c'est Saint-Gervais-Mont-Blanc. Ouais, Saint-Gervais. Je connais un peu parce que oui, heureusement qu'on va pas en haut du Mont-Blanc. Quand j'étais petit, je suis déjà allé skier, notamment dans le coin à Megève. D'ailleurs, Megève, on y passe pas mal. Mais Saint-Gervais, oui, c'est la dernière. Vaut mieux descendre que monter là-bas, en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est là où avait gagné Romain Bardet en 2016, 2017. 2016, ouais. Et alors, est-ce qu'on était passé sur la côté Côte des Armrands, parce que ce passage-là, avec ces passages à 17%, ça aussi, c'est une saleté, Polo. Ouais, c'est une vraie saleté. Alors, je me souviens plus, je sais qu'on a fait la Côte de Domancy juste avant, la Côte de Domancy qu'on fera
qu'on fera le lendemain, si je ne m'abuse, sur le contre-la-montre. Du coup, ouais, non, cette côte-là, je ne sais plus si on l'avait faite, mais alors elle est monstrueuse. Et heureusement qu'elle est là, parce que du coup, elle donne quand même un peu de peps à cette dernière montée, qui ne sera pas la montée non plus la plus dure de ce Tour de France. Honnêtement, c'est la veille de jour repos, ça je pense que c'est aussi très important à mettre en avant, mais c'est pas non plus mon étape préférée des Alpes. Quand on voit ce qui va arriver, notamment les lendemains et surlendemains du coup dans 2 jours et 3 jours après cette étape, puisqu'il y a le jour de repos entre les deux. Je pense que ce qui nous attend au début de 3e semaine, ça va être bien pire que ça. Et on était monté effectivement aussi par la côte des Abrans, sachez-le, le jour où Romain Bardet effectivement avait levé les bras. Donc là, c'est pour des purs grimpeurs. On peut regarder en même temps l'étape 16, Robin, avec du coup ce contre-la-montre. C'est le seul contre-la-montre, 22 km. Et toujours la même question, Robin, mais est-ce que toi, quand tu as vu contre le profil, tu t'es dit 22 km de contre-la-montre, est-ce qu'il n'y a pas besoin de plus ? C'est plutôt avantageux pour les coureurs français, donc on va dire que nous ça nous plaît. Voilà. Après aujourd'hui c'est quand même moins exceptionnel d'avoir ce genre de parcours du Tour avec très peu de chrono. On se rappelle l'année où il y avait la planche des belles filles justement, c'était 2020, un seul chrono et un chrono en côte pour une bonne partie, donc finalement c'était déjà un petit peu le cas. C'est complètement l'opposé, j'ai envie de dire, du Giro qu'on a eu cette année où il y avait 70 km de chrono de mémoire. Mais finalement, sur le Tour de France, c'était plus si exceptionnel d'avoir le chrono réduit à la portion congrue. Moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid, parce que Pogacar et Vingegaard sont tous les deux très bons rouleurs. Donc en fait, j'ai pas l'impression que ça fausse ce duel. Si on avait eu un duel comme on a pu avoir il y a quelques années, Froome-Quintana, la longueur des contre-la-montre avait une influence considérable finalement sur ce qu'on allait voir. Parce qu'il y en avait un qui était un excellent rouleur, l'autre pas du tout. Là, aujourd'hui, vu les qualités des deux, on aurait pu le dire avant même de présenter toutes les étapes, mais en fait, le parcours correspond pas spécialement plus à l'un qu'à l'autre. Alors après, si on prend les outsiders, oui, ça change drastiquement, parce qu'il y en a qui savent rouler, d'autres pas spécialement. Mais pour ce qui est des 2 grands favoris, honnêtement, tu leur mets à peu près n'importe quoi, Oui. ils seront aussi à l'aise l'un que l'autre sur le parcours. Donc moi, ça me dérange pas, et ça me fait plaisir pour certains coureurs qui habituellement se font un peu avoir par le chrono. On va en parler des outsiders après, mais tu prends les Français, que ce soit Gaudu, Martin et Bardet, tu prends Mikel Landa, c'est pareil, c'est pas un très gros rouleur, et ben eux, ça leur ouvre peut-être cette année l'opportunité et la chance d'aller faire un podium, là où dans des parcours avec beaucoup de contre-la-montre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils savent qu'ils prennent un tir d'une minute, voire 2 sur des très bons rouleurs. Et si on peut remettre le profil une seconde de ce contre-la-montre, faut juste noter que le profil rend pas vraiment compte de la réalité du tracé. Tu parles de la côte de Domancy ? Ouais, alors bon, là on s'en rend un peu plus compte parce que j'avais regardé le profil tout à l'heure sur le site du Tour. Il se trouve que là c'est un peu plus Oui, parce que là, moi je vois ça sur un parcours, je me dis j'y vais pas quoi. Oui, non, mais je trouve que tu vois, Bon, la même côte une de toute Domancy, plate, j'y vais pas. Mais... c'est du 2,5 km à 9,4%. Je trouve que quand on regarde le profil, oui, on voit que ça monte, mais peut-être pas autant que ce que ça monte réellement. Et à noter que ce qu'il y a après la côte de Domancy, c'est pas répertorié, mais ça continue de monter. Et en fait, on a quasiment 5 km vraiment en montée. Donc c'est plus coriace que ce que le profil laisse paraître, à mon sens. Avec cette côte de Domancy dans les jambes et ce contre-la-montre, le lendemain, ça va être aussi un sacré Non, pas chantier. mon avis sur le contre-la-montre. Mais je pense que tu vas faire les deux en même temps, mon Polo. Je vais déjà te dire mon avis sur le contre-la-montre. Vas-y, dis-moi mon avis sur le contre-la-montre. Il avait une anecdote, Je vais faire beaucoup plus rapide que Robin qui a été très long dessus. Non, moi ce que j'aime bien, il y a 2 choses que j'aime bien pour pas paraphraser Robin, c'est que c'est début de 3e semaine, donc ça te laisse du temps. Contrairement à des chronos en montagne comme on l'a vu sur le Giro, comme on l'a vu sur la planche des belles filles aussi il y a 3 ans, où là t'as pas trop le temps de te rattraper derrière, voire pas du tout, et du coup ça vampirise un peu toute cette dernière 3e semaine et dernière étape de montagne. Là, ce que j'aime bien, et du coup ça peut faire une transition avec ce sur quoi tu vas amorcer, Joseph, c'est que tu as ce contre-la-montre, début de 3e, et derrière tu as des étapes pour potentiellement te rattraper ou pour potentiellement continuer d'accroître les écarts sur tes rivaux. Donc j'aime bien comment il est tracé. J'aime bien le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup plus parce que voilà, ça donne des chances à d'autres coureurs, notamment nos Français qui ne sont pas très à l'aise dedans. Mais surtout le fait qu'ils sont en début de 3e semaine et qu'ils restent notamment, ce qui est pour moi l'étape Rennes, le lendemain, je trouve ça cet enchaînement, je le trouve plutôt intéressant.
La 17e étape, du coup, on va la regarder avec une arrivée à Courchevel. Il y a du coup quelques années, on était allé à Courchevel et ça avait fait des sacrés écarts parce qu'on avait découvert en fait le col de la Lose, qui est une partie qui est réservée uniquement à une partie vélo. Les voitures ne peuvent pas y passer. Là aussi, c'est très court, 165 km seulement. On arrive à 2304 mètres d'altitude. On n'arrive pas si haut. C'est le passage culminant, c'est vrai, et après on descend vers l'altiport, je crois, de on arrive Courchevel. même à 2000. Mais Polo, là, 2300 mètres d'altitude, là aussi, ça devrait faire des sacrés écarts. On l'a vu, de toute manière, ils étaient arrivés les uns après les autres. Bien sûr, c'est l'étape Rennes pour la simple et bonne raison que l'étape est compliqué, c'est pas comme s'il y avait que le col de la Lose, passer notamment par le Cormet de Roseland, c'est quand même pas un cadeau. Et puis non, ce col de la Lose, là j'ai repris justement le descriptif en bas, c'est 30 bornes. C'est 30 bornes de montée, avec la dernière partie qui est beaucoup plus difficile justement quand tu arrives à Méribel. Mais c'est un vrai chantier. Souviens-toi, Joseph, on était allé à Courchevel il y a 2 ans l'été. On montait, on faisait du VTT, on était monté quand même. Tu fais que descendre toi en fait dès que tu vas à la montagne. J'ai monté un peu. On a fait le Galibier la dernière fois aussi avec Joseph. C'était il y a longtemps ça, non? C'était il y a 2 ans, non? C'était il y a 2 ans. C'est plus facile de descendre, je te le confirme. Mais par contre, on arrivait quand même assez haut, à plus de 2000 mètres. Et tu voyais la route du col de la Lose qui continuait et tu le voyais au loin, les pourcentages, c'était délirant et tu comprends ce qu'ont vécu les coureurs en 2020. C'est un chantier terrible ce col, ça va mettre les coureurs un par un comme ça avait été le cas la dernière fois et c'est pour ça que ça en fait l'étape Rennes, c'est aussi le col où tu passes le plus haut de ce Tour de France. Elle a tous les caractéristiques d'une étape Rennes. Et en plus, encore une fois, je le répète, mais je la trouve plutôt intelligemment placée, juste après ce contre-la-montre qui aura fait de gros écarts, ou du moins des écarts assez importants. Donc à mon avis, on risque de voir de très belles choses sur cette étape. C'est parfois un peu cliché, mais le côté de l'altitude, à 2300 mètres, ça joue vraiment. Et le fait que ce soit Miguel Ángel López qui avait gagné en 2020, un Colombien, ça confirme un peu ça, qu'il y a des coureurs qui sont parfois pas dans les toutes premières places de la hiérarchie en montagne sur la grande majorité du tour, mais le jour où tu arrives à 2300 mètres, la hiérarchie peut bouger un peu. Alors derrière Lopez, on avait retrouvé Pogacar et Roglic qui étaient les 2 hommes forts de ce Tour de France. Eux, ils n'avaient pas non plus complètement craqué, mais la hiérarchie ce jour-là avait un peu bougé. Elle peut bouger un petit peu. Et je pense que cette année, ça risque d'être un peu le cas aussi. Et comme disait Polo, ils sont arrivés un par un au col de la Lose en 2020. Et moi, j'ai regardé les écarts. Je crois que le 20e arrive à plus de 7 minutes. 7 ou 8 minutes. Sur les autres étapes de haute montagne, même avec des arrivées au sommet, c'était pas si loin. J'avais comparé avec le Grand Colombier, par exemple, la même année. Tu n'arrives pas, quand tu es 20e de l'étape, tu n'arrives pas à 8 minutes, tu arrives à 4-5 minutes. Et c'est à peu près ça sur toutes les étapes de haute montagne. Donc ça avait vraiment fait des écarts beaucoup plus prononcés que sur les autres étapes. Ce sera intéressant pour la suite, mais on se souvient que Pogacar avait quand même peiné. Avant le Granon l'an passé, c'était le seul souvenir que moi j'avais depuis que Pogacar est passé pro, de voir un Pogacar en difficulté en montagne. Roglic avait repris 15 secondes. Je pense que ça, du côté de la Jumbo-Visma, on l'a un peu en tête aussi. Et la dernière étape, du coup, qu'on va regarder, c'est la 20e étape, donc à la veille de l'arrivée à Paris. Et là, le choix qui a été fait par l'organisation, c'est d'aller sur du coup des cols qui vont moins haut, mais qui sont tout aussi rythmés. Là, on voyait sur l'étape 17, on passait par plusieurs cols, le col des Saisies, le Cormet de Roseland, la côte de Longeffroy. Et ben là aussi, on va faire un enchaînement qui est assez intéressant. Ballon d'Alsace, Croix des Moinas, le col de Schlout, voilà des noms bien alsaciens. On arrive dans les Vosges et dans le Haut-Rhin. Pas aller jusqu'à la fin des cols. T'as pas voulu nous faire le dernier col. Ouais. Eh ben justement, le Markstein, alors entre les deux, effectivement, je vais éviter de les donner. Tu vas les donner toi si tu veux. Le Markstein, mais quels sont les autres cols à aller chercher en tout cas? J'ai écrit Petit Ballon, ça c'est facile, et Platzer-Vassel. Platzer-Vassel. T'as fait le V2 allemand toi, Polo, non? J'ai pas fait le V2 allemand, non. Fait la vaisselle en allemand, mais bon. Pas très bon. Non, mais donc du coup, le Markstein, il a aussi 133 bornes, Robin. Ouais, c'est encore plus court que les étapes de tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais c'était assez court, ça faisait quand même 160 km. Là, 133, ils ont réussi à mettre 6 cols en 133 km. Il y a 3600 mètres de dénivelé. C'est évidemment une très très grosse étape. Je suis d'accord avec Polo, l'étape Rennes, pour moi, c'est celle qu'on a vue juste avant avec le col de la Lose. Mais celle-là, elle arrive peut-être en numéro 2. Et même s'il n'y a pas finalement une arrivée au sommet d'un col très très compliqué, parce que le Markstein,
c'est dur, mais c'est pas non plus des pourcentages ahurissants. Et en plus, on n'arrive pas vraiment au sommet. On a un petit replat quand même sur les derniers kilomètres qu'on peut voir sur le 7 profil. km de plat. Hein. Voilà. Mais je pense quand même que l'enchaînement des difficultés et le fait d'être à la toute fin du tour, puisqu'on est à la veille de l'arrivée, ça peut faire des dégâts. On a vu sur les grands tours de manière générale ces dernières années, que ce soit sur le Giro cette année, sur le Tour de France en 2020, la première victoire de Pogačar, sur le Giro de l'année dernière où Jay Hindley va battre Carapaz, que sur les dernières étapes ou sur les 2-3 derniers jours d'un grand tour, avec la fatigue, il peut y avoir des grosses défaillances et des gros changements au classement général. Donc on ne sera pas à l'abri ce jour-là. S'il y a 3 minutes d'écart, ce sera sûrement cuit. Mais s'il y a 1 minute d'écart, on ne sera pas à l'abri que ça bouge encore. Je ne suis pas un grand fan de cette étape, moi, pour la seule et unique raison que sont ces 7 derniers kilomètres de plat, qui, je trouve, risquent d'annihiler un peu les attaques précédentes. Alors après, le côté un peu rassurant de cette étape, c'est que c'est la veille de l'arrivée, c'est la dernière chance. Donc forcément, il y a des coureurs qui devront tenter le tout pour la victoire, pour une place sur le podium, pour un top 5, un top 10. Et ça va forcément la faire bouger. Après, dans quelle proportion ? Moi, j'ai des petits doutes quand même, notamment sur la manière dont elle est tracée. Est-ce que soit ça part et c'est un feu d'artifice extraordinaire, soit ça risque quand même de se regarder pas mal et encore une fois, ces 7 derniers bornes où il ne va pas se passer grand-chose me font dire qu'on risque d'en attendre peut-être un peu trop de cette étape. Donc je préfère me concentrer sur ce beau triptyque qu'on a dans les Alpes, plutôt bien construit, et se dire que ça, ce sera un beau bonus dans le cas où, je sais pas, un Pogačar est à 15 secondes. On peut autant dire qu'il attaquera dans le ballon d'Alsace. Tu sais que si Pogačar est deuxième sur cette dernière étape avec un écart à peu près raisonnable, il va faire péter comme il peut. Après, tu sais que si c'est l'inverse, si c'est Vingegaard qui a 1 minute, peut-être que tu as un peu plus de doutes parce que c'est un peu moins le genre à se lancer dans des grandes offensives et à tenter le tout pour le tout. Mais selon l'ordre du classement, tu sais qu'il y en a qui peuvent essayer de tout faire péter. Voilà. Donc vous savez tous les amis sur ce parcours de toute façon, là on vous a présenté 7 étapes, il y en a 21 et tous les soirs sur Twitch à partir de 19h, vous verrez à la fin des émissions, Polo et Robin vous donneront leurs pronostics et on regardera à nouveau le profil. Vous savez tout sur le profil des étapes, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, les coureurs. Qui va gagner le Tour de France ? C'est parti. Qui va gagner le Tour de France, sachant que c'est, on le rappelle, Jonas Vingegaard qui avait gagné le dernier Tour de France devant Tadej Pogačar. Il l'avait renversé, Tadej Pogačar. On ne s'y attendait pas en début de Tour de France. Et là, du coup, se repose à nouveau la question, sachant qu'ils n'ont pas du tout les mêmes préparations. Vous allez me dire, les amis, Robin, en commençant par toi, qui va gagner le Tour de France cette année ? Tadej Pogačar. Pour répondre à la question, est-ce qu'il va renverser Vingegaard ? Je pense que oui. Pas parce que le parcours lui conviendrait mieux qu'à Vingegaard, parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ils ont des qualités similaires. C'est les 2 meilleurs grimpeurs du monde. Parmi les meilleurs grimpeurs, c'est les 2 meilleurs rouleurs du monde. Donc, ils ne vont pas faire la différence parce que le parcours correspondrait plus à l'un qu'à l'autre. En revanche, je pense que Tadej Pogačar est plus fort que Jonas Vingegaard. Et même si c'est le Danois qui est le tenant du titre et que l'année dernière, il a fait un très gros coup et que oui, il a fait craquer Tadej Pogačar, notamment sur l'étape du Granon, qui est devenue mythique, aussi à Hautacam en fin de tour, je pense que cette saison, le plus fort, c'est Pogačar. Je pense qu'il va vouloir prendre sa revanche. Il a montré sur le début de saison qu'il était exceptionnel. Il a largement dominé Jonas Vingegaard à Paris-Nice. Alors certes, c'était qu'une course de prépa, mais c'était quand même assez marquant. Depuis, on ne les a pas revus l'un contre l'autre. Il y a eu la petite incertitude sur Pogačar avec la blessure à cause de sa chute sur Liège-Bastogne-Liège. Il était rassurant les derniers jours où il a parlé. On l'a vu au championnat de Slovénie marcher sur la concurrence. Pour moi, tout va bien pour Tadej Pogačar. Et pour moi, quand Tadej Pogačar va bien, Tadej Pogačar gagne. Tu restes là, tu bouges pas parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, monsieur Robin Vatrin. Polo, comment est-ce que vous voyez ce Tour de France ? Alors moi, je mettrais Pogačar, mais je mettrais quand même un gros mais. Le gros mais, c'est le petit gringalet qui est derrière toi, Joseph, qui a le maillot jaune. Je mets Pogačar pour la simple et bonne raison que je pense que ces 2 coureurs sont au même niveau et que c'est l'affect qui prime. Je pense qu'avec le scénario qu'on a eu l'année dernière, j'aimerais bien voir un Pogačar revanchard aller chercher ce Tour de France 2023. De manière globale, j'ai une petite préférence pour Pogačar et je pense que c'est la seule raison pour laquelle je le mets aujourd'hui. Je pense qu'ils sont à peu près du même niveau et si en plus on regarde les dernières sorties de
chacun. J'ai quand même l'impression que cette équipe Jumbo-Visma, portée par Jonas Vingegaard, est d'une sérénité à toute épreuve et surtout va être très 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 difficile à manœuvrer. Ce Jonas Vingegaard me fait quand même très 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 peur. Mais à partir du moment où j'espère que Pogačar gagne, ça aurait été surprenant que je ne le mette pas non plus comme favori pour le maillot jaune. T'espères que Gaudu gagne et pourtant tu le mets pas premier. Ah ouais, mais du coup je le mets assez haut, tu vas voir, hein, malgré les autres. Alors j'espère que Netflix m'écoute bien cette fois parce que quand même je l'avais mis top 5 voire mieux l'année dernière. Ils m'ont fait dire que j'aurais préféré que ce soit Thibaut Pinot qui soit leader chez Groupama FDJ. C'est la magie du montage, si vous nous écoutez messieurs. Non, plus sérieusement, Pogačar, mais je pense que quand même d'un côté que Vingegaard sera difficile à battre. Alors, j'entends vos pronostics. Du coup, j'ai pas le même que vous. Moi, je vois vraiment Jonas Vingegaard aller chercher ce Tour de France pour une raison simple. C'est, on va voir ce tableau du coup que je vous ai concocté entre la blessure et le retour de Tadej Pogačar que tu as évoqué de manière vraiment très brève. Robin, tu as parlé d'une petite blessure qui a quand même duré 2 mois pour un retour à la compétition avec du coup une grosse Joseph, une opération chirurgicale. Retour à la compétition, il y a eu 2 mois d'écart entre les deux. Effectivement, du coup, pour résumer la situation, Tadej Pogačar est tombé sur Liège-Bastogne-Liège. On n'a pas vu la chute. Derrière, on a appris qu'il avait une opération au poignet. Lui a dit qu'effectivement, il avait fait beaucoup de home trainer et qu'il était revenu. Pour rappel, son médecin, dans un premier temps, lui avait dit de reprendre 2 semaines plus tard, lui a dit qu'il fallait vraiment reprendre tout de suite. Il y a une espèce d'urgence. J'avoue que je suis étonné de vous voir mettre Pogačar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une préparation, ça peut se faire sur home trainer et être au même niveau qu'un Jonas Vingegaard? Non, ça veut dire que sa préparation n'a pas été tant perturbée que ça. Tu dis, il y a eu 2 mois d'écart. Il chute le 23 avril, il reprend le 22 juin au championnat de Slovénie. Très bien. Mais sa préparation idéal et planifié avant la blessure, il aurait dû reprendre le 14 juin au Tour de Slovénie. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Il a juste zappé le Tour de Slovénie. Ça fait quand même 8 jours. 8 jours oui, entre le 14 mais ça fait quand même 6 semaines et demie sans pouvoir aller sur route. Et tu sais très bien que l'entraînement sur l'entraîneur n'est pas du tout la même chose. Il s'est entraîné sur route pendant ces semaines-là. Il n'a pas fait de course. Il n'a pas fait de course, voilà. Mais il s'est entraîné sur route avec une attelle, avec au début beaucoup de précautions parce qu'il ne faut surtout pas retomber. Ça, c'est vrai que c'est une donnée importante. Il ne faut pas qu'il retombe sur cette blessure parce que là, ce serait sans doute très embêtant. Mais tant qu'il ne tombe pas dessus... Il a quand même eu 5 semaines sans pouvoir aller sur route. Voilà, 5 semaines sans aller dehors. Sur 9 semaines à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la moitié où il a pu aller sur route. Il a fait un stage dans l'altitude, en Sierra Nevada. Il a fait les reconnaissances des étapes. Donc il n'a pas non plus passé 2 mois au lit à pas pouvoir s'entraîner. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et en fait, lui-même l'explique. On a peut-être la déclat où il a parlé il y a quelques jours à un média émirati. Non, on l'a pas, mais tu vas nous la donner. Si, on l'a. On l'a finalement. Okay. Normalement, je l'ai mise là. Voilà. Ah ouais, bravo. Donc où il explique, je peux l'apprendre, on peut dire que c'est arrivé au meilleur moment. Je voulais évidemment pas que ça se passe comme ça, mais ma longue pause m'a obligé à me reposer davantage. J'étais de retour à l'entraînement en intérieur 1 semaine après la chute. Je suis de retour sur la route depuis plusieurs semaines et je me sens bien. Ça ne devrait pas me gêner pour le Tour. Ouais. Évidemment, on n'est pas bête. Même si c'était un peu gênant, il ne nous le dirait pas. À 1 semaine du Tour de France, il ne nous dirait pas « je suis emmerdé, le poignet me gêne et je ne vais pas pouvoir gagner le Tour ». Mais on peut quand même noter que sur son retour au championnat de Slovénie, donc il gagne sur route, mais on va dire qu'il y a peu de concurrence. Oui. Et même le contre-la-montre, il gagne, donc il fait le doublé, contre-la-montre et course en ligne. Il y a peu de concurrence, c'est en Slovénie. Il n'y en a pas. Hein, mais le parcours du contre-la-montre, là on a de la chance, c'est le même que celui de 2020. C'est un parcours de à peu près 15 bornes en montée et il fait 1 minute 20 de mieux que sur le même parcours en 2020. Ça montre bien quand même qu'il est en forme. Alors, est-ce qu'il est plus fort qu'en 2020 ou pas? Bon, moi je pense que oui. Après, est-ce que son niveau de 2020, c'est ça, voilà, est-ce que son niveau de 2020 est suffisant pour battre Vingegaard? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, sur le fait Pogačar est-il en forme? Pour moi, il répond. Quand il fait un chrono comme ça, il répond. Et la façon dont il gagne quand même la course en ligne, même si c'est pas face à une grosse concurrence, ça veut dire qu'il a l'air assez serein et sûr de ses forces. Et je pense vraiment que ce côté, il a pu se reposer plus que prévu après la campagne de classique qu'il a faite. Rappelons qu'il gagne le Tour des Flandres. On a vu effectivement son tableau avant qu'il tombe à Liège. Il n'y a que de la victoire. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il avait dit en début de saison, j'avais noté ça il y a de ça 6 mois, j'avais noté, je suis retombé dessus. Il avait expliqué ne pas avoir fait un entraînement et ne pas avoir fait surtout de stage en altitude avant le début de saison. Parce qu'il voulait garder de la fraîcheur. Hein. Voilà, c'est ça.
les années passées, il faisait un stage en altitude avant sa reprise, généralement au mois de février, au Tour UAE. Cette année, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait justement garder un peu plus de fraîcheur et passer un hiver un peu plus tranquille. Et il dit lui-même être arrivé un peu moins fatigué sur la deuxième partie de saison. Ça, ce choix cet hiver, plus sa blessure qui l'a un peu forcé à plus de repos, c'est-à-dire moins d'entraînement et à zapper notamment le Tour de Slovénie, ça peut aussi lui apporter plus de fraîcheur. C'est presque une bonne nouvelle alors. C'est ce que lui dit. Mais apparemment, il t'a convaincu, donc c'est ça qui est bien. L'aspect psychologique, Paul, tu dis qu'il est très important dans ce Tour de France. Est-ce que du coup, l'avantage psychologique, il n'est pas du côté de Vingegaard quand on voit aussi sa victoire, notamment sur le Critérium, il a beaucoup moins couru. On a vu le tableau récapitulatif de la saison 2023 de Tadej Pogacar. On peut regarder celle de Jonas Vingegaard en même temps. Au début, il avait assez peu couru. Lui, il n'a pas fait de course d'un jour du tout. Donc, il a passé un hiver et une sortie d'hiver assez relativement calme. Et Jonas Vingegaard, du coup, il a assez peu couru. Tu as parlé de Paris-Nice tout à l'heure, effectivement. Il a été battu à ce moment-là. On a beaucoup douté, d'ailleurs. Mais depuis, Polo, il a une préparation qui est parfaite, Jonas Vingegaard. Bien sûr, mais jamais face à Tadej Pogacar à 100%. C'est toute la question que j'ai. Toute la question, ça va être de savoir si ce Paris-Nice, où Jonas Vingegaard était vraiment loin de Tadej Pogacar, sera à peu près ce qu'on va voir sur le Tour de France. Moi, ce qui m'inquiète un peu pour mon Poggi, c'est qu'il y avait David Gaudu avec Tadej Pogacar à ce moment-là, et qu'on l'a vu notamment sur le Tour du Pays Basque, la différence de forme. Alors ça s'explique beaucoup par les déboires de santé de David Gaudu, mais là, ça, une petite perte de confiance parce que ça va souvent de pair avec lui. Mais le fait est que les forces par rapport à David Gaudu se sont vraiment changées. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que Jonas Vingegaard, lui, alors certes, il n'a jamais couru face à Pogacar à 100%, notamment ce dernier mois, on aurait pu peut-être les voir l'un contre l'autre, même si Pogacar avait décidé d'aller en Slovénie, donc ça n'aurait pas été le cas. La question, c'est de savoir si ce Paris-Nice sera révélateur ou pas. Moi, je ne pense pas. Je pense que le Vingegaard qui arrive sur ce Tour de France est surarmé, a peut-être la meilleure équipe, voire la meilleure équipe, et surtout maintenant a réussi psychologiquement, t'en parlais Joseph, à casser le mythe du Pogacar imbattable l'an dernier, notamment en le faisant craquer. Vingegaard arrive, je pense, en ultra favori de ce Tour de France, mais souvenez-vous aussi que ce qu'on se disait tu penses avant qu'il est sa favori, blessure. toi Moi, je pense qu'il est favori. Souvenez, attends que je finisse ce que je vais dire. Souvenez-vous de ce qu'on disait, notamment avant la blessure de Tadej Pogacar, quand Pogacar était en train de rouler sur les Ardennaises, même les Flandriennes d'ailleurs, qu'on se le dise, qui venait de remporter Paris-Nice une main devant, une main derrière. On ne parlait même pas de Jonas Vingegaard à ce moment-là. Voilà comment le rapport psychologique qui s'est inversé. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle presque que de Jonas Vingegaard. Pourquoi ? Et on met en avant les blessures de Pogacar. Tu mets Vingegaard favori parce qu'il a gagné le Dauphiné ? Je mets Vingegaard favori parce qu'il a démonté le Tour du Pays Basque et qu'il a démonté le Dauphiné. Mais face à la concurrence, moi, m'embête un peu. Au Dauphiné, il gagne devant Adam Yates, qui sera le coéquipier de Pogacar sur le Tour de France. Devant Ben O'Connor et Jay Hindley, qui font 3 et 4, qui sont des outsiders. Ils seront les outsiders de ce Tour de France. Oui, pour faire aller une 4e, 5e, 6e place. Et finalement, les concurrents qu'on attend... Ce que je te dis, c'est que finalement, le seul truc sur lequel on peut se baser, c'était un Paris-Nice sur lequel on a clairement vu, et ça allait avec le début de saison de Vingegaard, on a clairement vu un Jonas Vingegaard qui n'était pas encore prêt, contrairement à un Pogacar, et tu l'as très bien expliqué, qui avait comme objectif d'être très prêt dès le début de saison. Ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé voir sur le Dauphiné, alors ça, c'est pas de la faute de Vingegaard, mais Gaudu, Landa ou Mas, qui sont pour moi un cran au-dessus de Yates, O'Connor et Hindley en théorie. J'aurais aimé voir ce trio-là au niveau, et voir à quel point ils étaient proches ou non de Jonas Vingegaard. Le problème, c'est qu'on a eu ces trois-là à la ramasse, disons-le, et du coup, on a encore moins pu estimer le niveau de Jonas Vingegaard par rapport à une vraie concurrence. Et moi, quand tu me dis qu'il est favori, pour moi, il est tenant du titre, oui, mais favori, absolument pas. Déjà, la pression, cette fois, elle est largement plus sur ses épaules que l'année dernière, puisqu'il est le tenant du titre, et qu'il est celui qui doit défendre ce maillot jaune, montrer que c'est pas un coup de chance et qu'il peut le refaire. Et tu dis, il a la meilleure équipe. Il a quand même pas du tout la même équipe que l'année dernière parce qu'il lui manque Primož Roglič. Et pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, on va aller regarder ces équipes-là et faire la comparaison entre la Jumbo-Visma et le Team UAE. Regardons d'abord la formation Jumbo-Visma. Donc, on a donc effectivement Jonas Vingegaard qui est présent. Il sera accompagné de Wilco Kelderman. Effectivement, on remercie Pro Cycling Stats notamment, qui est vraiment un site exceptionnel. Jamais on les remerciera assez. Wout van Aert sera présent, Tige Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooijdonk, Sepp Kuss, qui sera un des
les éléments les plus importants. Et Dylan Van Baarle, on regarde ensuite l'équipe du team UAE. Il sera accompagné donc d'Adam Yates, qui avait montrer qu'il était en forme et qu'il est en forme sur le Critérium. Félix Großschartner, Mikkel Birg, Vegard Steck Langen, Marc Soler, Rafał Majka et donc Domen Novak. Est-ce qu'il y en a un qui a une équipe un peu plus solide que l'autre? La Jumbo. Alors après, n'oublie pas, Robin, tu m'agresses, mais n'oublie pas que j'ai mis Pogacar quand même. Et, tu veux Pogacar, tu fais que défendre Vingegaard. C'est un peu nuancé pour la qualité du débat. Non, mais je te rejoins, on peut dire que Jumbo est meilleur que UAE, pas de problème. Van Baarle qui vient de gagner les Pays-Bas, t'as Kelderman qui a fait un super tour de Suisse. Jumbo est meilleur que UAE, mais l'équipe Jumbo de cette année est moins forte que l'équipe Jumbo de l'année dernière, et l'équipe UAE de cette année est meilleure que l'équipe UAE de l'année dernière. Donc comment? T'as pas McNulty, t'as évidemment pas Almeida. Tu gagnes Almeida, n'était pas là l'année dernière, et tu gagnes Almeida et tu gagnes Großschartner qui est arrivé aussi cet hiver, qui sont deux grimpeurs. Adam Yates pour être quasiment un deuxième leader et Großschartner pour être un redoutable équipier. Du côté de Jumbo, tu perds Primož Roglič et pour moi c'est fondamental. La victoire de Jonas Vingegaard l'année dernière, c'est autant la sienne que celle de son équipe et quasiment de Primož Roglič. Parce qu'elle est basée sur le fait que sur l'étape du col du Granon, où Pogacar craque complètement et va perdre le maillot jaune et 3 minutes, il ne sait pas qui suivre. Et en fait, il est obligé de ne pas choisir. Quand Vingegaard l'attaque et quand Roglič l'attaque, il est obligé de sauter dans les deux roues. Et donc, à sauter dans les deux roues, il se crame et dans le col du Granon, il lâche complètement et c'est terminé. Ouais. Et rappelons que c'est un choix, Paul, de la part de Jumbo. Primož Roglič, qui sort de sa victoire sur le Giro, aurait potentiellement pu aller. Ils se sont posé la question, mais ils ont fait comprendre. Bon, on l'a un peu laissé tranquille et ne pas le forcer à aller aider Jonas Vingegaard. En fait, ils auraient pu vraiment le pousser à le faire. Ils auraient pu, mais le problème, c'est que Roglič avait fait le Giro. Roglič l'a gagné en plus. L'effet de surprise qu'il y a eu l'an passé ne pouvait plus marcher cette année. Il n'aurait pas été co-leader. Il n'aurait pas été co-leader. Et par contre, là, ce que tu peux t'imaginer, c'est peut-être une équipe UAE qui la joue un peu de Jumbo-Visma de l'année dernière avec Adam Yates. Pourtant, Adam Yates dans un rôle peut-être d'harceleur de cette équipe Jumbo-Visma, je ne sais pas. À voir. Moi, j'y crois pas trop, mais je voudrais finir sur Vingegaard. C'est que l'année dernière, il bénéficie à fond de cette double carte présence du fait que Pogacar est obligé, il n'a pas le choix, il ne peut pas laisser filer Roglič et dire je me concentre sur Vingegaard et je laisse à Roglič l'étape et 2 minutes d'avance. Il ne peut pas faire l'inverse non plus, se concentrer sur Roglič et laisser Vingegaard prendre 2 minutes d'avance. Donc il suit les deux et il se crame complètement. Cette année, il n'y aura pas ça. Je suis d'accord. Parce que Roglič est remplacé numériquement par Kelderman. Kelderman, il n'en a rien à taper, Pogacar. Si Kelderman il veut partir, il ira. Pogacar, il va se concentrer sur Vingegaard. Donc il n'aura pas cet avantage qui a été fondamental dans sa victoire de l'année dernière. Donc pour moi, il part avec un énorme moins par rapport à 2022, Jonas Vingegaard. Mais moi, au-delà de ça, je suis 100% d'accord avec Robin. Ça fait partie de ce pourquoi j'ai aussi mis Pogacar, c'est que tu n'as plus l'effet de surprise de l'an passé. Maintenant, tu sais que Vingegaard sera très dur à bouger. Bon, tu le savais déjà un peu avant quand même. Et surtout, tu n'as pas cette équipe Jumbo capable de refaire la même tactique qui a complètement déboussolé Pogacar l'an passé. Ça l'a déboussolé sur cette étape du Granon où il a complètement perdu pied parce qu'il a fait beaucoup trop d'efforts. Et ça l'a aussi déboussolé à Hautacam, où il a, à cause du temps qu'il avait perdu, notamment au Granon, il a dû tenter le tout pour le récupérer. Et forcément, tu n'as pas une jauge illimitée. Je pense que Pogacar le sait aussi, qu'il a beaucoup appris de ce qui s'est passé. Et la seule question qu'on peut avoir, et c'est pour ça qu'à mon avis, les bookmakers, tiens, j'allais voir sur Winamax. Vingegaard est annoncé favori. Le disent les cotes. Mais de peu, il est annoncé de peu. Vingegaard est à 2 sur Winamax, je le rappelle, et Tadej Pogacar est à 2,25. Je pensais qu'il y aurait plus d'écart, honnêtement, pour Vingegaard, notamment après ce qu'on a vu ces derniers jours, mais j'ai quand même l'impression de ce que je vois. Alors évidemment, il ne faut pas trop en faire, mais j'ai l'impression que Pogacar est quand même très en forme. Donc à ce petit jeu-là, si en plus il a une excellente équipe, et Robin l'a dit, et qu'en plus la Jumbo n'a plus cet effet de surprise, normalement ça devrait le faire. Mais attention, très parce que ce qu'a fait Vingegaard sur le Dauphiné et sur le Pays Basque, je suis pas sûr, on le saura jamais, mais je suis pas sûr que Pogacar aurait pu potentiellement le tenir. Un dernier truc sur Pogacar que je voulais ajouter, c'est, comme dit Polo, il a appris de l'année dernière. Pogacar, c'est quand même l'archétype du mec qui fait pas 2 fois la même erreur.
On se rappelle sur les Flandriennes, la première Flandrienne qu'il fait, il est mal placé. La semaine d'après, il joue la gagne pour gagner le Tour des Flandres en 2022. En 2023, il revient sur le Tour des Flandres après avoir perdu l'année d'avant. Il gagne le Tour des Flandres. Et sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de courses, c'est comme ça. Il se rate une fois, il fait une petite erreur, il ne la fait pas 2 fois. Et j'ai fait le petit décompte depuis 2021, donc depuis que Vingegaard est un concurrent à Pogačar, les fois où ils se sont affrontés, j'ai compté combien de fois l'un et l'autre ont soit gagné l'épreuve, soit pris du temps à l'autre quand il s'agissait de courses par étapes. C'est arrivé 9 fois à l'avantage de Vingegaard face à Pogačar et c'est arrivé 30 fois à l'avantage de Pogačar sur Vingegaard. Donc oui, il y a le Tour de France de l'année dernière qui est un petit peu une parenthèse enchantée pour Vingegaard, mais il ne faut pas oublier tout le reste. Et finalement, dans leur duel, c'est très souvent Pogačar qui a gagné. C'est le moment de passer à vos top 10, les amis, avec 2 questions qui vont m'intéresser pas mal. C'est qui va terminer 3e et où vont terminer les Français qui visent le classement général. Eh ben, on va regarder ça. En commençant par le premier top 10, balancez-moi celui que vous voulez, les gars, peu importe. Avec le top 10 donc, de Robin. Donc Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard. Comment ? C'est pas le Giro par contre, c'est le Tour. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de changer. Tu as mis Romain Bardet, je pensais que c'était le Giro. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais donc tu mets... Alors j'ai vu déjà deux mecs en rouge, ça veut dire que tu as 2 Français dans le top 10, c'est plutôt bien français. Tu as même mis Guillaume Martin. Ouais. C'est vrai, tu as même mis Guillaume Martin en 8e, tu peux mettre en rouge. D'ailleurs Thomas. Mais donc ça c'est très intéressant. Romain Bardet, je l'ai vu très très haut, tu vas nous expliquer tout ça. J'aime beaucoup. En tout cas, 3 Français dans le top 10. Le panache. C'est pas du panache, c'est du réalisme. Romain Bardet, j'y croyais... J'y crois pas, c'est dur à dire, mais j'y croyais tellement pas que je l'ai même pas mis sur le plateau en c'est vrai qu'il n'est pas présent, mais pourtant il est bien 3e dans le top 10 de Robin. Alors après, du coup on voit Romain Bardet qui est 3e, David Gaudu qui est 5e, et donc Jay Hindley qui fait partie des... favori pour le podium, difficilement pour la victoire finale, on va en parler, et 4e, je le dis à l'oral, notamment pour le podcast, Mikel Landa est 6e, Mathias Kelmose est 7e, Guillaume Martin donc 8e, Ben O'Connor 9e, Enric Mas est 10e. Regardons le top 10 de Polo pour voir ce qui change. Les 2 premiers ne changent pas, il y a un Français, il y en a deux dans le top 10, tu l'as oublié. Mais... David Gaudu est donc sur le podium de ton côté. Top 5. Voilà, c'est ça, okay. Top 5. Jay Hindley est 4e, Ben O'Connor est un peu mieux placé, et 5e, Mikel Landa 6e, Enric Mas 7e, Mathias Kelmose, tu lui fais aussi confiance, 8e, Romain Bardet 9e, Joseph, hein. Carlos Rodriguez est donc 10e. La première question du coup les gars, c'est David Gaudu, vous le placez très haut. Pourtant, sa préparation avant le championnat de France n'était pas rassurante. Vous avez été rassuré par son championnat de France où il a beaucoup bossé et où notamment, du coup, il a permis à Valentin Madouas d'être champion de France ? Je suis pas inquiet. Souviens-toi, il y a 2 semaines, quand on est sorti du Dauphiné, j'étais pas plus inquiet que ça. J'attendais de voir la suite et notamment une potentielle montée en puissance sur le mois de juin. Mais tu étais quand même plus inquiet au début du Dauphiné qu'à la fin du Dauphiné. Ah, évidemment. Après, il nous avait vraiment pas rassuré sur le Dauphiné, que ce soit sur le vélo ou dans ses discours. Mais par contre, ce qu'on sait aussi de David Gaudu, c'est qu'il a jamais performé au Dauphiné. Et Marc Madiot l'a rappelé récemment quand on parlait de la forme de son leader. Et puis, ce qui m'a rassuré, c'est évidemment aussi il ne fait quand même pas un Dauphiné aussi qu'attaque cette année. Il gagne une étape, il est placé au général jusqu'à la dernière étape et il craque sur le jour. C'était pas non plus, on était loin de s'imaginer, du coup, pourquoi pas jouer un podium. C'est quand même différent de cette année où là, il est à la rue du début à la fin. C'est vrai. Mais cela dit, au mois de juin, on a vu quand même une vraie amélioration. Une forme qui a l'air d'aller de mieux en mieux. Moi, quand je regarde les championnats du monde de France, hier, je vois quand même un David Gaudu qui, derrière Madouas, c'est peut-être le plus fort. En tout cas, quand ça montait, semblait quand même être le plus fort. Après, sur la répétition des efforts, etc., c'était peut-être un peu plus compliqué, mais tout ça va dans un process de quelqu'un qui monte en puissance. Moi, c'est la seule chose que je voulais voir. C'est de savoir si David Gaudu montait en puissance ou s'il était quand même dans un trou physique et surtout de confiance qui va avec, comme ça peut parfois arriver. David Gaudu m'a rassuré. J'étais inquiet un peu, mais pas plus que ça. Il m'a rassuré ce week-end. Je pense qu'il va faire un excellent Tour de France. Tu le vois donc plus fort qu'un Jay Hindley, par exemple ? Ouais, en montagne, je le vois plus. Si David Gaudu est à son niveau,
le niveau Paris-Nice, j'ai envie de te dire. Ah ouais, mais ça, Oui. Mais moi, derrière Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, je vois pas beaucoup de mecs alignés sur ce Tour de France capables d'être meilleurs que David Gaudu en montagne. Après, ce sera toute la question. On le verra au fil de ce Tour de France, de savoir si vraiment cette forme va monter en puissance au fil des jours. Mais s'il arrive à 100%, je vois personne plus fort que lui en montagne, à part Vingegaard et Pogačar. Dans ton top 10, Robin, on a donc David Gaudu qui est 5e. On va parler après de Romain Bardet que tu as mis 3e, mais donc un David Gaudu qui est un petit peu en dessous de ce que Polo a mis. Ça veut dire que tu es un peu moins hypé par un podium de David Gaudu. En fait, vu son Dauphiné, j'ai du mal quand même. Honnêtement, moi je trouve que son Dauphiné de l'année dernière, certes, il n'est pas exceptionnel, mais il est quand même bon par rapport à celui de cette année. Et c'est pareil pour Landa et Mas que je mets un petit peu plus en retrait. J'ai du mal à me dire des mecs qui ont fait un très mauvais Dauphiné vont réussir à être bons sur le Tour de France au point d'aller chercher le podium. Après, j'ai eu du mal à faire ce top 10 parce que, à mon sens, tous ceux que j'ai mis de la 4e place, je vais retirer Romain Bardet, mais de la 4e à la 10e, ça peut s'inverser. Sont très, 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 très proches. En fait, tu as plusieurs catégories de coureurs. Tu as Jay Hindley, Ben O'Connor et Guillaume Martin qui font un super Dauphiné et qui sont sur une forme très très intéressante, mais qui n'ont pas été réguliers du tout cette saison. C'est-à-dire que finalement, leur bon Dauphiné, c'est presque la première bonne chose qu'ils font cette saison. Tu as de l'autre côté Gaudu, Landa et Mas, qui théoriquement sont les meilleurs grimpeurs derrière Vingegaard et Pogačar. C'est des mecs qui ont des références en grand tour, qui ont des podiums, Mas et Landa, Gaudu 4e, et qui devraient se battre pour le podium, mais qui ont fait un Dauphiné catastrophique. Et tu as ensuite un garçon, par exemple, comme Skelmose, qui fait, lui, une super saison, un super Tour de Suisse qui remporte, mais ça va être la première fois qu'il joue le classement général sur un grand tour, son premier Tour de France, donc tu as des doutes légitimes sur le fait qu'il encaisse les 3 semaines et qu'il soit capable de le faire. Et donc tu dois arbitrer tout ça, et pour moi, j'avais l'impression, comme dit Polo, que tu pouvais quasiment inverser presque tout le monde. Tu pouvais mettre Gaudu 8e et Ben O'Connor 4e. Tu pouvais mettre Landa 3e ou 7e. Et finalement, avec tous ces mecs-là, j'ai eu beaucoup de mal à les jauger. Pareil, c'est très dense. Comme l'a dit Romain, il a fait un petit laïus sur les gars et j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. La seule chose qui change dans mon top 10 global par rapport à celui de Robin, c'est que moi, je mets pas Guillaume Martin et je tente un Carlos Rodriguez qui, dans cette équipe Ineos, me semble peut-être l'arme sur laquelle j'aimerais bien qu'on appuie. Egan Bernal sera présent. David Felipe Martinez, j'y crois pas une seule seconde. Et à ce petit jeu-là, lui aussi a été cata sur le final. Ah oui, plus que cata. À ce petit jeu-là, j'ai envie de tenter de faire confiance à Carlos Rodriguez. Mais au-delà de ça, là, je rejoins Robin. Franchement, même derrière Pogačar et Vingegaard, j'ai l'impression que de la 3e à la 10e place, je pense qu'on retrouvera, c'est hors blessure et hors problème extra vélo, qu'on retrouvera ces gens-là. Après, dans l'ordre, c'est très très dur à dire. J'ai quand même fait une belle confiance aux grimpeurs. Je mets pas Mas et Landa, je les mets pas si loin malgré leur saison un peu moyenne. O'Connor et Hindley, je les mets assez haut, surtout par rapport à ce qu'ils ont fait ces dernières semaines. Mais voilà, ça fait à partir du moment où on fait une belle part aux grimpeurs. Finalement, c'est peut-être un peu plus facile de retrouver les coureurs que tu vas mettre dans ton top 10. Après, dans l'ordre, voilà, nous on a fait notre top 10, on a pris des risques et on fera les comptes à la fin du Tour de France. David Gaudu. Bardet, non ? Je voulais juste vous poser une question à propos de David Gaudu et de cette équipe Groupama FDJ. La composition de l'équipe Groupama FDJ, on se posait beaucoup la question de savoir comment elle allait se présenter. Finalement, Arnaud Démare donc, a été balayé, il ne sera pas présent avec David Gaudu. Thibaut Pinot est bien présent. Il y a Stephen Kung, Olivier Legac, Quentin Paché, Kevin Geniette, donc Thibaut Pinot. Et la surprise, c'est Lars van den Berg. On a choisi de ne pas aller chercher Michael Storer. Est-ce que ça vous a étonné ? Moyennement, parce que Storer fait pas une bonne saison, parce que Lars van den Berg a été correct sur la route d'Occitanie et que finalement ça se tient. Après, moi je pense aussi que David Gaudu, il a besoin d'une équipe pour la plaine, pour lui éviter les pièges qu'il pourrait y avoir à droite à gauche, pas spécialement pour la montagne. En montagne, le rôle de David Gaudu va pas être très compliqué, c'est d'essayer de suivre le plus longtemps possible. Ou tu as besoin de coureurs pour assumer la course. Exactement. Les autres, t'en as pas besoin. Les autres pas spécialement, et c'est pour ça on parlera plus tard du rôle de Thibaut Pinot, mais je suis pas sûr qu'en montagne, Gaudu ait besoin de 5 mecs autour de lui. Gaudu, il essaiera de suivre, et le train, il sera fait par Jumbo ou par UAE. Tout à fait.
Et l'autre On a Français qui va être intéressant en tout cas pour jouer le haut, on a vu que Guillaume Martin faisait partie des coureurs qui allaient compter dans vos 2 top 10. En revanche, c'est Romain Bardet que tu mets sur le podium. En fait, Romain Bardet qui est avec le team DSM, on le rappelle. Pourquoi tu le mets aussi haut ? J'ai joué la fiabilité en fait. Parmi les noms, entre ceux qui sont pas en forme, ceux qui découvrent le Tour de France, parce que même un Jay Hindley va courir son premier Tour de France, même s'il a gagné le Giro l'année dernière. Bardet là-dedans, il m'apparaît comme la valeur sûre. Le mec qui est toujours placé. Bardet ne se rate jamais vraiment. Il est jamais complètement à l'ouest. Même quand il est moyen, il va faire 7, 8e. Et cette saison, il a fait des bonnes places, notamment en Romandie et au Tour de Suisse. Il est allé faire 5e au Tour de Suisse, derrière des mecs qui, à part Skelmose, ne seront pas sur le Tour de France. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture pour lui. Beaucoup de montagnes, pas de chrono, un passage au Puy-de-Dôme près de chez lui. Et depuis l'année dernière, on le dit beaucoup, Romain Bardet, il est peut-être à son meilleur niveau en termes de puissance, en termes de watts. Souvent, ça n'a pas payé parce qu'il y a des monstres en face qui sont très durs à aller chercher. Mais là, à part Pogacar et Vingegaard, en fait, je pense que Bardet peut tirer son épingle du jeu. Je ne vois pas qui est obligatoirement devant lui. J'ai l'impression qu'il peut aller chercher le podium. Il a déjà en plus connu ça, se battre pour un podium sur le Tour de France en 2016 et 2017. Il l'a fait, 2e et 3e. Donc je pense qu'il est capable d'aller rechercher une place sur la boîte. Polo. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper couillu, mais je trouve que ça a du sens. Moi, pour exactement les mêmes raisons, notamment la régularité, l'absence de chrono, etc., je mettais Bardet dans mon top 10, je le mets 7e. Mais au petit jeu de ce qu'on explique depuis tout à l'heure avec un top 10... T'as mis Bardet 7e, toi ? Ouais, j'ai mis 7e. Tu l'avais pas vu ? Non. Ah bah voilà, tu pensais que je l'avais mis où ? Je croyais que tu n'avais pas mis Bardet dans ton top 10. Si, mais je pense qu'il va faire un très bon Tour de France. Régularité. Je sais plus, on peut revoir. Regardez, j'ai mis 9e. Ouais, t'as mis 9e. Tu nous as escroqué un petit peu. Okay. En fait, j'ai remonté Skelmose. En fait, je l'avais mis 8e ici. Et Skelmose, je l'ai remonté d'une place parce que je pense qu'il va quand même être fort. Mais pour les mêmes raisons que toi, la régularité, le fait de ne jamais se rater sur ses objectifs. Je pense que Romain Bardet va faire un excellent Tour de France. Après, est-ce que ça va suffire face à des mecs qui, quand même, en montagne, ont ces dernières années montré qu'ils étaient bien plus forts que lui? Ce sera au jeu de la régularité. À ce petit jeu-là, lui sera sûrement meilleur que les autres. Il va se passer des choses pour le Tour de France. C'est quand même un mec qui reste sur son vélo, Romain Bardet, contrairement à d'autres dans cette liste qu'on a vue. Donc ce sera intéressant de voir. Mais j'aime beaucoup le pari de Robin. Et s'il fait un beau podium, ça me ferait extrêmement plaisir. Lui qui en a déjà 2 d'ailleurs. Pour en laisser aux autres. Voilà, et tout au long de ces 3 semaines, on suivra bien évidemment sûrement d'autres coureurs comme Ben O'Connor avec AG2R qui potentiellement peut faire aussi un joli Tour de France. Voilà, vous savez tous sur les favoris du Tour de France, les amis. On va passer à la dernière partie de cette émission, les bonifs, et on va parler de Alaphilippe et de Pinot. C'est parti. En commençant par Julien Alaphilippe, qui malheureusement, si vous avez suivi le dernier championnat de France, est passé complètement à côté. En fait, alors je sais pas si j'ai pas vu. Est-ce qu'il a été malade ou est-ce qu'il a souffert de la chaleur? Il a pris un coup de chaud, il a eu des vomissements. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il vomissait sur la gauche de la route effectivement à un moment. En tout cas, il n'était pas en forme. Sûrement la chaleur. Il a fait très chaud. Ça a été une course qui a été très très dure en championnat de France avec cette très belle victoire de la Groupama FDJ via Valentin Madouas. Polo, qu'est-ce que tu attends du coup de Julien Alaphilippe sur ce Tour de France? Tu as 2 scénarios. Le scénario parfait, c'est être en jaune à Bilbao, garder son maillot jusqu'aux Pyrénées, pourquoi pas même le prolonger si c'est du grand Julien. Voilà le meilleur des scénarios. Après, il y aura beaucoup d'autres étapes sur ce tour où il aura des occasions de briller. Mais voilà, le meilleur des scénarios pour Julien, c'est de choper le maillot jaune comme il l'avait fait en 2021. J'ai un doute. 2021, il le prend à Landerneau. Alors, j'ai un doute. Écoute, c'est pas très grave. Non, pardon, c'est 2020, c'est 2020 Landerneau. Quand il gagne à Nice. Quand il gagne devant à Nice, c'était 2020, t'as raison. Et Landerneau, c'est 2021. Voilà, c'est ça. C'était de ça dont je parlais. Voilà, c'est le meilleur des scénarios pour Julien. Par contre, le pire, c'est d'être ce Julien un peu... du début de saison, celui qui nous inquiétait beaucoup, notamment avant le Dauphiné, qui nous a rassurés au Dauphiné certes, mais qui nous inquiétait beaucoup, qui nous semble ne plus pouvoir jouer au punch avec des coureurs comme Van Der Poel, comme Pogacar, comme Van Aert. Alors c'est pas un cadeau évidemment, mais voilà, ce petit jeu-là, est-ce que Julien pourra rivaliser avec ses coureurs sur ce genre d'étape qui lui plaisent?
ce sera la grande question. Est-ce que s'il n'y arrive pas, il tentera d'autres choses, peut-être de s'échapper en montagne, comme il le faisait en 2018 notamment, ce qui lui avait plutôt pas mal réussi à cette époque-là. Ça va être très intéressant de voir la forme avec laquelle il arrive et du coup la confiance qui va aller avec. Mais le meilleur des scénarios, c'est qu'il gagne la première étape, qu'il reprenne un plein de confiance et qu'il nous fasse encore une fois un Tour de France exceptionnel. Robin, qu'est-ce que tu vois pour Alaphilippe ? Moi, je pense qu'il va être en forme. Je suis pas très inquiet par son championnat de France. Le fait qu'il ait expliqué avoir eu un coup de chaud et des vomissements, pour moi, ça explique plutôt assez bien son mauvais jour. Et je suis quand même très rassuré par son Dauphiné. Il fait aussi une place au général sur le Dauphiné, alors qu'il n'y allait pas pour ça. Il s'est un peu accroché en montagne. Il gagne une étape à la Philippe, j'ai envie de dire. Pour moi, il s'était aussi un peu débloqué sur le côté pression qu'il pouvait se mettre et qu'il pouvait recevoir de la part de son équipe. Donc, pour moi, ça va aller. Après, si on attend qu'il soit aussi fort que Van Aert et Van Der Poel, on se trompe sûrement parce que ces deux-là, avec Pogacar, sont clairement une jambe au-dessus du reste. Et aujourd'hui, Alaphilippe, et on en a parlé durant la saison des classiques, Alaphilippe n'est pas dans cette cour-là. Il est à un second niveau, disons. Mais c'est pas parce qu'il est à un second niveau qu'il peut pas aller claquer des étapes et prendre potentiellement le maillot jaune. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ce sera peut-être plus dur que quand il l'avait fait en 2020-2021, où pour le coup, il était au top de sa forme et il était presque imbattable sur ce genre d'arrivée. Mais ça reste encore possible. Et on termine avec Thibaut Pinot. Du coup, sur les championnats de France, là aussi, c'était très intéressant. C'était une course très dure, je l'ai dit. En fait, il n'y en a que 23 qui ont terminé. Thibaut Pinot a beaucoup bossé pour Valentin Madouas. Top 10 en plus. Mais lui, il a terminé. Et est-ce que si on voit Thibaut Pinot vraiment dans cette ambition de terminer à 224 km, c'est peut-être aussi de bosser sur de l'endurance. Polo, quel rôle pour Thibaut Pinot par rapport à David Gaudu ? Le rôle... Marc Madiot l'a plutôt bien expliqué dans l'article que tu nous as envoyé, Joseph. Le rôle, c'est d'aider David Gaudu, mais c'est pas de faire le train sur du plat ou sur les pieds de colle. C'est d'aider David Gaudu par des scénarios de course, des relais à l'avant notamment. Thibaut Pinot devra avoir quand même ces coups des franges pour s'échapper sur des étapes où il nous a montré sur le Giro qu'il était encore en capacité de les gagner. Alors c'est pas passé loin sur le Giro. Vu l'histoire de Thibaut Pinot et la manière dont il a construit sa carrière, à mon avis, je pense que sur le Tour de France, ça va le faire tôt ou tard. On se souvient de ses déboires l'an passé, enfin de ses ratés de l'an passé, de ses ratés sur le Giro. On se dit que ça a forcément tourné à un moment parce qu'il l'a largement dans les jambes. Voilà, je pense que ça va être ça, Thibaut Pinot. Ça va être d'anticiper les courses dans les coups matinaux et de servir de relais, de point d'appui, comme on l'avait vu. Alors je me demande si c'était à Otakam l'an passé, avec Gaudu, qui l'aide un peu. Alors c'est pas une aide extraordinaire, mais je pense que quand Gaudu le voit arriver, alors qu'il a plus Madouas, qu'il a plus Storer, je pense que ça fait du bien dans la tête et aussi un peu dans les jambes. Voilà, je pense que le rôle de Thibaut Pinot sera ça, de jouer des étapes, de rester proche de David Gaudu, de l'aider au besoin en cas d'urgence. Sur du plat ou sur des portions un peu moins difficiles et surtout de servir en fonction des scénarios de course pour pouvoir l'aider en montagne notamment. Donc moi, je pense qu'il aura vraiment un sacré rôle à jouer. Et voilà ce que disait effectivement Marc Madiot à propos justement de Thibaut Pinot en disant qu'il connaît son rôle, il sait qu'il est là pour travailler pour Gaudu, mais on peut travailler pour Gaudu de différentes manières en utilisant les mouvements de course. Après, s'il fait rouler des bouts droits pour David, il m'a dit qu'il fallait rouler des bouts droits pour David, il m'a dit qu'il le ferait, il n'y a pas d'ambiguïté. Robin, c'est vrai qu'il a beaucoup couru l'an dernier sur le Tour de France pour aller chercher cette victoire, trois grosses échappées, une fois troisième, une fois quatrième. Depuis le début de saison aussi, il n'arrête pas de terminer deuxième. On a vraiment envie qu'il aille la chercher, quoi. Ouais, je pense que, on le disait tout à l'heure, David Gaudu n'a pas besoin d'avoir 5-6 coureurs autour de lui quand on va arriver en montagne. Ça n'a pas d'intérêt pour David Gaudu. Parce qu'en fait, si tu as un Thibaut Pinot, alors à moins qu'on ait un Pinot qui soit au niveau pour jouer un top 5 au général, mais si on a un Thibaut Pinot qui est un peu plus loin que ça dans la hiérarchie, s'il est là au pied du col, on parle du col de la Lose, au bout de quelques kilomètres, il serait lâché parce que ça irait trop vite pour lui et il n'aurait pas eu d'utilité dans cette étape. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de dire à Thibaut Pinot reste avec David Gaudu pendant 3 semaines à côté de lui dans le peloton. L'intérêt, l'apport de Thibaut Pinot, je suis même persuadé qu'il est plus hors vélo que sur le vélo finalement pour un David Gaudu. Parce que Thibaut Pinot a déjà fait podium sur le Tour, parce qu'il s'est déjà retrouvé en position de presque jouer la gagne sur le Tour de France et que dans ce sens-là, il peut aider David Gaudu, le décharger d'une certaine pression. Ça va être aussi important parce qu'on va beaucoup parler de Thibaut Pinot pendant ce Tour de France. C'est son dernier. On va tous vouloir, tu le disais toi-même, qu'on gagne une étape. Et finalement, médiatiquement, il va y avoir beaucoup d'attention sur Thibaut Pinot, ce qui va un peu décharger David Gaudu. Et tout ça, pour moi, ça compte finalement vachement plus que d'avoir Thibaut Pinot à côté de toi dans le col de la Lose, dans le Tourmalet, dans le Markstein, où tu veux. Donc moi, je pense que
Thibaut Pinot, il faut qu'il soit assez libre. Il y a des jours où il aidera David Gaudu quand il y aura besoin, des jours où il sera en train de tenter une échappée. Et voilà, le jour où Thibaut Pinot gagne une étape, on sera tous très heureux. Et lui aussi, il sera encore plus heureux d'aider David Gaudu après ça. Voilà, on en a terminé les gars avec cette preview du Tour de France. Le premier rendez-vous que vous devez noter, on le rappelle, alors c'est vendredi à 11h sur Winamax. On va faire, en gros, on va regarder toutes les cotes et on va notamment avoir les pronostics de Polo et de Robin sur les classements annexes, maillot à poids, meilleur jeune et donc maillot vert, parce que ça va être, j'attends avec impatience votre pronostic pour le maillot vert notamment parce que c'est potentiellement assez ouvert. On va voir si notamment Wout van Aert va essayer potentiellement d'y aller. Il a dit qu'il irait pas, mais bon, on verra ça. Qui d'autre, du coup, ce sera toute la question à laquelle vous répondrez vendredi. Voilà, à l'écrit, du coup, les rendez-vous donc sur Winamax tous les matins pendant le Tour de France et sur La Petite Roue. Rendez-vous sur notre chaîne Twitch, Roue Libre 101 à 19h. Vous connaissez la chanson, on se régale, on fait les débriefs juste après les étapes. Et voilà, on va se régaler pendant 3 semaines, les amis. C'est la meilleure période de l'année. Certains aimaient prendre des vacances, nous on pousse un peu, mais on est pas malheureux pour autant. Exactement, on en prendra un petit peu en août, même si la saison cycliste va continuer, bien évidemment, juste après le Tour de France. Et nous, Joseph, notamment, avec le basket et le rugby, ça va reprendre vite la saison, petite coupe du monde de rugby prochaine. Mais c'est du sport qu'on adore, ça les amis. Merci Robin, merci Polo, merci à tous les rouleurs. Vous pouvez bien évidemment commenter l'émission sur YouTube et nous suivre sur tous les réseaux. Ciao, ciao les rouleurs, bisous. Ciao.